Bonjour, chers amis du Cercle Aristote, chers spectateurs, chers habitués de YouTube, bienvenue dans la pire des FAQ en compagnie de Pierre-Yves Rougeron. Pierre-Yves, comment vas-tu? Ça va, ça va, ça va, ça va. Euh, L'été a été long, l'été a été fatigant. Enfin, c'est l'énième été sans vacances, quoi. Donc, si tu veux. et Après, tu me diras, il y a maintenant moins d'un Français, il y a à peine un Français sur deux qui part en vacances maintenant, de toute façon. Voilà. Je... donc, effectivement, on en Donc, profite l'été est pour... long. Oui. L'été a été long. On en profite pour faire la FAQ donc, de la fin d'été, non seulement pour répondre aux questions actuelles, mais également aux questions qui nous ont été posées. Ouais. Il y a, et pour toutes les répondre, hein, même des fois les plus farfelues et les plus bizarres, on répond aux questions qui ont été demandées à Oui. Pierre-Yves et on va faire ça. La première, ça c'est un peu ma question en tant qu'animateur. Quels sont les points principaux pour la rentrée? Je rappelle que le prochain grand entretien aura lieu en septembre, ce sera le grand entretien de la rentrée en septembre, mais histoire de couvrir cette actualité de fin août, début septembre, est-ce qu'il y a des points par rapport à l'actualité du Cercle Aristote? Il va y avoir un certain nombre de nouveautés en termes de format. Alors évidemment, il y a une grosse rentrée littéraire qui arrive. Donc ça, si tu veux, on commencera à détailler ça dans le GE, si tu veux bien. On commencera à détailler ça dans le GE. Tout ce que je peux vous dire, c'est que la première conférence a lieu le 2 septembre, même locaux que d'habitude. Donc c'est rue Croix des Petits Champs à 20h comme d'habitude. Donc ce sera quelqu'un dont je vous ai déjà parlé, quelqu'un avec qui j'ai fait plusieurs entretiens sur la chaîne, quelqu'un que j'aime bien, que je trouve intéressant, qui travaille sur les doctrines de la souveraineté, c'est Gilles Amiel. Et il viendra sur un sujet un tout petit peu épineux euh, qui est tenter d'exorciser, si tu veux, le traumatisme des années 30-40 vis-à-vis de la souveraineté. Et donc, il va se plonger dans le dur, c'est-à-dire se plonger dans le nazisme pour voir les points qui sont à la fois anti-étatiques et anti-nationales du fait nazi, car disons qu'on a une tendance à justement à vouloir la destruction des États pour répondre au trauma du national-socialisme, trauma qui n'a jamais, pour des raisons historiques, qui n'a jamais en fait euh, été cautérisé. Pour une raison qui est très simple, hein, c'est qu'il fallait que l'Allemagne redevienne le flic de quartier des États-Unis très vite après 1945. Donc la dénazification a été très largement un mythe. La boîte noire du nazisme n'a quasiment pas été ouverte. Hein. Quand on voit aujourd'hui que les deux historiens à qui on a demandé de le faire, c'est Chaputto et Ingrao, ce qui laisse rêveur, hein, parce que là on est dans la germano-servilité dans les deux cas. On est en plus dans des problèmes doctrinaux terribles sur leur vision du nazisme, ce qui a expliqué la pantalonnade du livre sur le management nazi, hein, qui profondément a été très critiqué doctrinalement à raison, tout simplement parce que le management nazi vient à la fois de l'école militaire prussienne qui est antérieure et également des théories de l'organisation du travail américaine des années 20-30, hein, vu que il y a beaucoup de parts américaines dans le nazisme, hein, ce qu'on oublie tout simplement, parce que tu as beaucoup de pensées des Allemands de la diaspora aux États-Unis qui vont infuser dans l'Allemagne d'abord impériale, ensuite l'Allemagne de Weimar, puis ensuite le nazisme. Donc, si tu veux, euh, nous n'avons jamais malheureusement regardé cette époque en face pour une raison qui est simple, c'est que l'Allemagne devait redevenir un flic de quartier et qu'il fallait passer à la guerre froide. Bon, donc il y a des tas de trucs qu'on a passés à l'as. Or aujourd'hui, les cadavres remontent, hein, entre autres par la guerre d'Ukraine. Hein. Bon, maintenant, LCI tombe en pamoison dès qu'ils voient un Ukrainien avec un casque avec un SS dessus. Tu vois, je crois d'ailleurs qu'il y a une déclaration très ambiguë des proches de Van der Bock, tu sais,
la ministre allemande des Affaires étrangères, comme quoi la croix gammée redevenait un symbole de liberté. Je pense qu'il y a quelqu'un dont la langue a fourché comme ça. Le C'est un peu comme Joschka Fischer, je te rappelle, ministre Grunen, qui a dit qui avait dit cette suprématie douce qu'on nous a injustement refusée par 2 fois au XXe siècle, enfin des trucs comme ça. Tu vois, c'est le tréfonds de ces gens-là. Et Grunen, hein, je te dis pas ce que pense l'extrême droite allemande. Hein. Tu vois, moi, je l'ai toujours dit, vu que moi j'ai croisé les deux au Parlement européen, l'extrême droite allemande te fait gagner 15 minutes. C'est-à-dire, elle te fait gagner un café. Tu vois, donc, Plus efficace, l'extrême droite ouais, allemande, toujours direct. plus efficace, plus efficace. Donc, il faut arriver à regarder ça en face. Certains commencent à le faire. Hein. Je pense les dernières prises de position d'Emmanuel Todd sur l'aspect allemand de la guerre d'Ukraine. Il faut arriver à regarder certaines choses en face et surtout voir que, en réalité, le nazisme, ce qui est normal quand on l'étudie, hein, est un des multiples mouvements ethniques d'opposition à l'idéologie française de la nation. Les Allemands n'ont pas été les seuls, hein. Les Britanniques aussi ont beaucoup misé sur les théories raciales du 19e face à ça, au passage du racisme scientifique. Moi, si vous voulez, moi je veux bien qu'on parle de racisme à travers les âges. Il n'y a de racisme scientifique qu'à partir du moment où on définit une taxinomie des races, tu vois. Donc pour ça, il faut l'étude génétique, il faut Mendel, il faut tout ça, tu vois. Donc le problème, il faut au minimum, la pensée des Lumières, donc la pensée tu vois, où on classe les hommes comme Buffon classait les animaux. Tu vois, c'est magnifique d'ailleurs les classements de Buffon pour ceux qui voient qui ont déjà vu des livres de cette époque ou ce qu'on appelle un Buffon, hein, c'est en plusieurs dizaines de volumes. C'est quelque chose c'est avec des gravures, les anciennes gravures, tu vois, qu'on faisait dans le temps au papier. Je trouvais ça, mais malheureusement, appliqué à l'homme, sans méchanceté d'ailleurs, c'était d'abord des buts scientifiques. Si vous voulez, on peut parler de racisme, on peut parler de xénophobie de tout temps. Mais de racisme scientifique, on peut en parler qu'à partir de ce moment-là, si vous voulez. Donc, sans accuser plus que ça la pensée des Lumières, qui n'est pour rien dans ce qui est arrivé, dans le fait que dès que vous mettez une idée systématisable dans la pensée allemande, elle peut devenir meurtrière. Ça, mais bon, ils l'ont fait avec d'autres, hein, tu vois. Donc voilà, tu vois, faut regarder tout ça en face, et c'est ce que Gilles se propose je rappelle qu'il a fait un ouvrage qui est pour moi un des ouvrages cardinaux ces dernières années sur la théorie de la souveraineté, où il voit bien le mythe de la démocratie sans l'État. Et c'est sorti chez l'Harmattan, d'ailleurs, à titre personnel, j'aurais bien aimé l'éditer, mais on ne se connaissait pas à l'époque. C'est pour moi une des contributions majeures au débat. Le lien sera en description. Donc voilà, donc rendez-vous le 2. Ceux qui seront là le 2 auront la primeur de certaines annonces, et pour les autres, eh bien qu'ils soient un peu patients, car ça va s'égrener dans les semaines qui viennent. Voilà. Tout à fait, avec le grand entretien de septembre, dans quelques semaines, qui sera le grand entretien de la rentrée. Et il y aura une rentrée, on l'a déjà annoncé, une grosse rentrée littéraire, Une grosse mentalité. donc soyez présents. La première question qu'on t'a posée, notamment qu'on t'a posée dans la FAQ, c'est lié à l'actualité, bien entendu. On t'a demandé un point de vue, un regard sur la vie et l'œuvre d'Alain Delon, qui nous a quittés récemment. Alors si tu veux, c'est très drôle parce que Delon comme Bébel, je ne les aimais pas enfant, euh, à cause d'un truc qui était très simple, et tous les gens de ma génération vont le comprendre, c'était les films de vacances. C'est-à-dire que, euh, alors là je vais vraiment faire le vieux con, quand j'étais petit, à mon époque, les, les- en réalité les programmations de chaînes s'arrêtaient vers le 15 juillet. C'est vraiment le moment fatidique, c'était le 14 juillet.
Ça venait d'une très vieille tradition, enfin d'une tradition française de l'après-guerre. C'est que, la France avait des étés longs. Par exemple, tous les réseaux à Paris, dans les années 70-80, au 15 juin, tout le monde était barré jusqu'au 15 septembre. Faire, heu, faire, u u une esclandre médiatique l'été, c'était quasiment infaisable. Il y a eu quelques exemples, par exemple la co-création de la Nouvelle Droite, enfin la publicisation de la Nouvelle Droite par Bernard-Henri Lévy, ça a duré tout l'été. Mais parce que Bernard-Henri Lévy, bon, comme dirait l'autre, quand il se pointe dans les studios, bah, déjà il a les clés. Donc lui, il peut rallumer des trucs l'été, mais si eux, c'était infaisable. Et donc, pour nous, enfants, au 15 juillet, il y avait rien. Et comme il y avait rien, il y avait Papy fait de la résistance, il y avait tous les vieux de Funès, il y avait les gendarmes à Saint-Tropez, il y avait tous les vieux Bébel, il y avait tous les vieux Delon, et il y avait tous les vieux Lino, tous les vieux Gabin. Moi, le problème, c'est que voilà, moi je suis un gamin à cette époque-là. Euh, alors, Gabin m'impressionne pour une raison, c'est qu'il me fait penser passionnément à mon grand-père physiquement. Tu vois. Lino, moi, ce que je remarque tout de suite, c'est qu'il a les mains comme les mecs de chez moi. Tu vois, comme les mecs qui travaillent le bois ou comme les paysans. C'est-à-dire, il a des mains, t'as pas envie de te les prendre. Tu vois, je rappelle qu'il était catcheur de base, tu vois. Donc, et un catcheur assez, enfin, lourd. Tu vois, et le, et aussi, en plus, Lino est quelqu'un qui a beaucoup marqué ma région, vu que moi, je suis d'une basse Normandie, donc je suis de la région de Perce-Neige. Les trucs pour enfants handicapés, que parrainait Ventura. Bon. Donc, toute cette génération-là d'acteurs, en réalité, enfants, soit pour moi, c'est des acteurs vieux, et je les respecte comme je respecte tous les vieux, Gabin, Lino, euh, moins Crémer, parce que Crémer, c'était surtout Maigret à l'époque. Et, Bébel et Delon, alors que moi, si tu veux, je regardais déjà des films d'action américains où il y avait plus de sang, plus de pétarades, etc. Tu vois, Comme, et en réalité, comme tout bon enfant des années 80, quelque part. Des années comme, comme, 80. comme tout enfant des années 80, quoi. Plus je vieillis, alors évidemment, ado, je redécouvre, grâce au dialogue d'Audiard, toute cette période. Par le culte que je voue à Gabin, je redécouvre Belmondo jeune. Donc le Belmondo tragique. Donc pour moi, le symbole absolu est un singe en hiver, qui est un truc, qui est un truc, qui est un truc terrible, hein, tu vois, pas uniquement sur la question de l'alcoolisme, sur des trucs comme ça, mais c'est sur la question des hommes brisés. Tu vois, et Gabin le joue très bien parce qu'il joue assez souvent ce personnage archétypal de la France et particulièrement du milieu parisien jusqu'aux années 70, qui est le clochard volontaire, donc atypique à Archimède. Tu vois, et ça, je redécouvre Belmondo, tu vois, qui m'inter et après, je vais redécouvrir le Belmondo comique et film d'action, tu vois, Le Marginal, évidemment, Le Professionnel. Bon, mais là, pour le coup, tu as la bande son, tu as tout. Enfin, c'est Ennio Morricone, hein, qui fait la bande son, c'est pas rien, hein. Donc, et hem et arrive et par ça, je redécouvre Delon. Delon, dont j'ai toujours, adoré la présence parce que, si tu veux, Delon, déjà, il y a une chose qui est marquante chez Delon, c'est ses yeux d'enfant abandonné. Il a un regard qui cherche quelqu'un, tout le temps. C'était un enfant abandonné, Delon, hein, faut pas l'oublier, hein. Il a un regard qui cherche quelqu'un. Tu vois? D'où l'impression d'être un alors attention, vous méprenez pas sur le terme. Delon, je vais pas employer le terme demi-mondain parce que être entre 2 mondes, ça donne demi-mondaine et demi-mondaine, c'était la nana de Zola, d'accord? C'est un intermonde, Delon. Il l'a dit d'ailleurs: «Je n'ai eu qu'un seul monde à moi, l'armée».
Alors, Delon a un rôle archétypal qui est le rôle de la petite frappe ou du moyen à grand voyou. Ce qui est normal, c'est ce qu'il a été. Il a débuté petite frappe et il a été jusqu'à des trucs assez lourds, hein, en tant que voyou, hein. Il aurait certainement été, descendu s'il avait pas fait l'armée. Parce que à cette époque-là, le milieu tuait assez facilement. Heu et Delon l'a dit, c'est la seule fois où il s'est senti chez lui. Pourquoi? Parce qu'à l'armée, il y a énormément de paires de substitution. Enfin, surtout l'armée de cette époque-là. Donc, avant, qu'on fasse la connerie de la professionnalisation, bon ça c'est un autre débat. Mais Delon, c'est un pur enfant de l'armée. Et et là, il y a l'homme et il y a l'œuvre. Moi, j'ai toujours, même enfant, voué une grande admiration à l'homme. Il écrit une lettre fabuleuse au général de Gaulle après la défaite de 69. Mon général, depuis toujours et plus encore depuis des ans, j'étais, grâce à vous, fier d'être français. Ce soir, devant l'ingratitude et l'inconscience de plus de la moitié d'un peuple, je ressens avec effroi un sentiment de honte qui me brise le cœur. Je tenais à vous le dire. Daignez me croire, mon général, fidèlement et inconditionnellement vôtre. Alain Delon. Une lettre qui est fabuleuse, tu vois, sur ce qu'il appelle le peuple ingrat, et inconscient. Je suis et demeurerai vôtre. Je vous le cite de tête, hein, c'est peut-être pas tout à fait les termes exacts. Il l'avait encore redit en 2013. On lui dit: «Mais si vous qui avez connu des tas de grands hommes et de femmes exceptionnelles, si vous deviez ressusciter quelqu'un», il dit: «Je ressusciterais le général de Gaulle». Lui, il aurait Le pris une balle. Je pense qu'il aurait pris une balle dans l'épaule pour le général. Ah oui, 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 non, mais si tu veux, en plus, c'est un mec courageux physiquement, Delon. Et ce qui était très drôle, c'est qu'il y avait même un courage social hors norme, parce que dans les années 80, il reçoit de la part de Jack Lang, je crois, le grade de commandeur des arts et des lettres, si mes souvenirs sont bons. Et il invite qui? Bah, il invite des gens à qui il tient. Quand tu invites ça, tu invites des gens à qui tu tiens. Et il invite Jean-Marie Le Pen. On est dans l'hystérie antiraciste, comme malheureusement vous, amis suisses, vous commencez à la vivre. Parce que maintenant, une lesbienne en embonpoint, c'est un moins de taux chez vous. Donc voilà. Mais si la lesbienne est naine, on a le droit à 15 jours. Non, mais si tu veux, moi je connais pas les subtilités de ton pays, hein, On se renseignera. Voilà, on va dire voilà. ça comme ça. Donc on est sous Mitterrand. Mais on est sous Mitterrand et il assume. Mais à ce moment-là, mais tu n'imagines pas. À ce moment-là, tu n'imagines pas. Quand il y a des députés élus Front National à la proportionnelle, dedans, tu as Pierre Sergent. Pierre Sergent, OAS Métro, donc un mec qui posait les bombes. Et ben, ce mec-là, croyez-moi ou pas, c'est Jean-Claude Martinez qui me l'avait raconté. Dès que les journalistes venaient pour les harceler, ils se planquaient quasiment dans les placards, de peur de la presse. Le mec, il posait des bombes et il était poursuivi par les terribles barbouzes gaullistes, toutes les conneries que j'ai entendues sur les barbouzes gaullistes. Or, le problème, c'est que tout le monde avait peur de la presse. Delon leur dit: Jean-Marie, c'est mon pote. Et il l'a dit jusqu'à la fin. Rappelle-toi, l'interrogatoire de police qu'il vit de la main de Fogiel. Fogiel qui est un... Je me rappelle à un moment, les Guignols le représentaient affublé d'une hyène qui s'appelait Zaza. Et je pense que jamais couple fut mieux assorti. Or, c'est vraiment un... Tu vois, j'ai infiniment plus de respect pour les hyènes, tu vois, qui sont quand même des éboueurs de la nature. Tu vois, mais Fogiel est un charognard, tu vois, en service commandé. Il y avait deux couples à l'époque dans les Guignols, hein. Il y avait donc Zaza et Fogiel, et il y avait Bernadette et Jacques Chirac. C'était les deux Oui, voilà. grands couples des Guignols. Alors la question, c'est qui fait la hyène? Oui, là, j'ai une petite idée sur Chaudron de Courcelles. Or, le problème, tu vois, c'est que Delon ne se déboulonne pas.
Alors, on pourra dire des tas de trucs. Il parlait de lui à la troisième personne. Oui, pour une raison, quand on fait de la sociologie des enfants abandonnés ou des enfants adoptés. C'est que quand tu manques de l'amour des parents, malheureusement, psychologiquement, t'as pas 30 choix. Soit tu vas donner de l'amour à tout le monde en espérant recevoir, donc tu vas beaucoup souffrir. Soit tu vas trouver en toi cet amour qui te manque. C'est un égocentrisme si tu veux, mais c'est des gens qui cherchent à survivre. Faut se mettre à leur place. Moi, j'ai eu j'ai eu beaucoup de copains et de copines qui étaient des enfants de la DAS dans les écoles de province où j'étais. Ils avaient ça, parce que quand tu manques de cet amour premier, si tu veux, c'est un traumatisme. Quand on l'a pas vécu, faut éviter d'ironiser dessus, tu vois? Surtout que, pardonne-moi, mais Delon, il avait les moyens de ses ambitions. Tu vois? Quand je vois que Bruno Le Maire se prend pas pour une demi-queue de cerise, tu vois? C'est là où l'arrogance peut être vraiment emmerdante. Tu vois? Parce que l'arrogance, d'un mec qui écrit des bouquins porno, qui font, passer, la collection blanche, pour des chefs-d'œuvre de littérature, faut arrêter, tu vois? Tu vois? Si tu veux, tu vois? C'est, les poèmes de John Birut, quoi. Tu vois? À un moment, faut quand même arrêter, tu vois? Donc, tu vois? Le pire, c'est que c'est les parvenus, tu vois? Delon n'est pas un parvenu. Tu vois? Delon, il tient tête à Gabin, il tient tête à Lino, tu vois? Il a fait des rôles. Moi, je me rappelle, par exemple, d'une scène de tension où Gabin le tue. C'est au bord, je crois, si mes souvenirs, d'un cours d'eau, et il y a un échange d'argent et Gabin tire le premier. Il y a une femme qui s'interpose, elle est tuée également. C'est une scène qui est toute en tension comme le cinéma de l'époque. Et Gabin rentre, il tient une fabrique de flippers. Il est avec son petit-fils qui doit avoir 5, 6 ans. Et Lino Ventura, qui joue un flic, l'attend, lui fait remarquer qu'il y a un trou, qui est le trou du passage d'une balle, dans, je crois, son imperméable. Et Lino lui dit c'est pas passé loin, on y va. Donc il l'arrête. Il passe devant le gamin dit vous ne dînez pas avec moi, et Gabin répond pas ce soir. En réalité, il part pour double meurtre, hein. Et puis à l'époque, on est dans la justice pré-taubiresque, donc tu vois, à l'époque, tu vois, à l'époque, tu vas pas en ressortir à la fin de la gaffe, tu vois. Donc, tu vois, c'est des scènes qui étaient tout en retenue et en tension. Et Delon, et c'est pas pour rien que Delon a tellement fasciné à l'étranger. Tu vois, le, tu vois, t'as même l'autre cruche de Madonna qui disait que c'était son crush d'adolescent. Enfin, t'as C'est tout. une icône absolue au Japon. C'est une icône dans une très large part de l'Asie orientale. Ensuite, c'est une icône pour la génération jusqu'à celle de mon frère aîné, tu vois, qui a 13 ans de plus que moi. La génération des jeunes de 20 ans au Japon le connaissent moins, mais par exemple, la génération des passionnés de manga de la génération précédente, donc la génération qui a à peu près, qui a mon âge ou un peu plus âgé que moi, comme ils connaissent Cobra. Cobra, c'est Belmondo, mais il faut pas oublier que Cobra, il change de visage. Au début, il est brun. Et en réalité, il passe du visage de Delon au visage de Belmondo. Tu vois, et Cobra, ça a été l'un des premiers mangas qui a fait le tour du monde, avec Goldo et avant DBZ. Donc, si tu veux, tu avais un vrai symbole de ce type-là, qui a marqué énormément de grands acteurs. Comme Bébel, hein. Bébel, de Jackie Chan à De Niro, ils doivent tous quelque chose à Bébel. Je le dis pas pour vanter le jeu à la française, c'est eux-mêmes qui l'ont dit. Donc, si tu veux, et Delon, c'est à la fois un homme respectable. Alors, t'as tous les crevards qui sont venus nous emmerder. Oui, vous vous rendez compte, il a collé une gifle à... Il a collé une gifle. Il a collé une gifle. Oui, d'accord, faut jamais lever la main, ni dans un sens, ni dans un autre. Ça, personne ne le nie. Je vous rappelle que votre ministre de l'Intérieur... Non mais, si vous voulez qu'on joue à ça,
Je rappelle que le ministre de l'Intérieur, que les amis de M. Mélenchon ont fait réélire. Tu veux un D'accord? appart ou tu veux pas un appart? Au bout d'un moment, hein? Alors, Voilà, tu ça. vois, si tu veux, lui, si tu veux, c'est un champion de ce qu'on appelle la drague placéiste, hein, du nom de son inventeur, Jean-Vincent Placé. Hein, dis-moi, ne veux-tu pas sucer les valeurs de la République? Donc, à un moment, tu vois, de voir ces mecs-là qui ont fait réélire Darmanin, oser, mais vous manquez pas de souffle, là. Vous êtes vraiment de la merde en barre. Tu vois, ensuite, il y a eu l'affaire de son chien. Parce qu'il aurait voulu que son dernier chien soit euthanasié juste après lui, et finalement, le brave chien ne le sera pas. Alors tout le monde dit, vous vous rendez compte, euh, son amour de lui-même est allé jusqu'à la destruction d'une vie. Je pense qu'il ne faut pas du tout le prendre comme ça. Delon est un amoureux des chiens et de la cause animale. Je pense que Delon, c'est une chose qui hante tous ceux qui aiment les chiens. Moi, c'est profondément mon cas. C'est qu'il faut savoir qu'un chien, par le rapport qu'il a avec vous, il est capable de se laisser mourir de faim et d'inanition. Et ça dure, c'est une faim qui dure, qui est terrible, parce que quand le chien n'a plus son humain, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. C'est pour ça que les gens qui les abandonnent sont vraiment même à l'échelle d'En Marche, ils sont la fin de l'évolution. Vraiment. Ils sont l'abomination de la désolation. Tu vois? Même dans l'échelle de Macron. C'est pour te dire l'étendue des dégâts. Donc, mais tout a été fait pour salir ce mec-là. Oui, c'est un homme de droite, vous vous rendez compte. Euh, il a été photographié avec De Grelle sur le tournage de Zorro. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Et à titre personnel, moi j'aurais tué De Grelle de mes mains. Mais avec un plaisir non dissimulé. La seule chose, c'est que l'Espagne n'a pas voulu le faire et la Belgique était trop lâche pour le demander. Bon, eh ben, il a serré la main à De Grelle, oui, alors? Et alors? De Grelle, à ce moment-là, n'est plus rien. Tu vois, déjà, pour le peu que De Grelle a été, tu vois, mais De Grelle n'était rien. Donc, à un moment, faut. Alors, évidemment, il était ami de Jean-Marie Le Pen, vous vous rendez compte? Oui, si tu veux, tu sais, moi, j'étais en face de Jean-Marie Le Pen, et tu vois, heureusement que je fais de la politique depuis longtemps, hein. Parce que j'imagine un enfant des années 80, avec tout ce qu'il a entendu sur Le Pen. Déjà, la première fois que tu es face à Le Pen, tu as l'impression qu'il doit faire 2 mètres, 2 mètres et demi de haut, alors qu'en fait, il est tout petit. Il est pas tout petit, il est pas très grand. Euh, tu le vois avec des griffes et des mains d'assassin, alors qu'en fait, il a des toutes petites mains, comme peuvent l'avoir les pianistes ou les médecins. Je l'avais regardé la première fois pour voir s'il avait pas des crocs qui sortaient de quelque part, une traînée de flammes, enfin des trucs. En réalité, tu tombes sur un homme qui est très urbain, qui est un bon vivant, qui a un fort en gueule, oui, qui est un breton fort en gueule, oui, j'en connais d'autres. Donc, si tu veux, il y a rien. Bon, il y a l'aspect culturel, mais quand tu connais des hommes politiques du même âge, qui n'est pas particulier à Le Pen, tu vois, Roland Dumas était pareil, Chevènement est pareil, enfin, tu vois. Et puis voilà. Et puis voilà. Tu vois, c'est rien que pour avoir résisté à tout ça, bah, je dis, Borsalino bas, monsieur Delon, quoi. Mhm. Tu vois, parce que malheureusement, on va être très clair, qu'est-ce qui meurt avec Delon, pour terminer? Ben, il meurt la France enchantée. Il ne reste plus que Bardot. Il ne reste plus, parce que là, on va être très sèche, hein. Attends, on va être très sec. De l'époque, Delon lui-même, il ne reste plus que Bardot. Une. L'époque juste au-dessous, il reste de très talentueux et de présentables à l'étranger, Mouskouri, Mathieu, Lama, qui je crois d'ailleurs sont tous les trois retraités de l'art. Génération d'acteurs, encore la génération juste au-dessous, vu que c'est la génération des 70 ans, parce que là on était plutôt à 80, peut-être que Lama a plus près de 75 que de 80. Donc on est entre deux générations, t'as le Reynaud, Gariot, et Depardieu, qu'on essaye d'ailleurs de bousiller, tu vois, de bousiller, tout parce que on veut détruire les symboles de la France d'avant. Tu vois, même chose quand Caroline de Haas essaye de détruire l'abbé Pierre presque 2 décennies après sa mort, en disant il était à mi-chemin entre Harvey Weinstein et Tortue Géniale. Tu vois,
Donc, je rappelle que les plaintes qui ont été déposées post-mortem vis-à-vis de enfin les plaintes orales, hein, c'est même pas des plaintes juridiques contre l'abbé Pierre, elles portent sur un homme qui aurait tripoté, enfin mis des mains aux fesses à plus de 80 ans. Donc bon, remarque, ça veut dire que voilà, Tortue Géniale était français, encore un truc que le Japon nous a piqué. Mais non mais tu vois, il faut détruire les symboles de la France d'avant. Tu vois, ça prouve juste qu'on n'est pas capable d'avoir les mêmes morts. Comme on n'est pas capable d'avoir les mêmes morts, ça veut dire qu'on va se foutre sur la gueule. Ça, c'est sûr maintenant. Tu vois, je pense que ça n'a plus de. C'est malheureux, mais c'est un compte à rebours. Tu vois, et quand on voit. Alors, ce qui m'a fait rire, c'est que quand ils ont vu les retours de bâton de l'opinion, ils se sont mis à quatre pattes. Et qui ils ont envoyé pour se mettre à quatre pattes? Émeric Caron. Donc, pour le coup, il a l'habitude, disons que pour lui, le quatre pattes, c'est un vol stationnaire. Donc, le problème, c'est qu'il dit oui, non, mais voilà, même s'il était de droite, nous, on fait pas la police des artistes, mais bien sûr que si. Vous aimez ce monde flicard et cafard. La seule chose, c'est que vous avez peur du nombre. Vous avez peur du nombre, parce que entre les gens qui aiment Delon et les gens qui aiment Mélenchon, s'il y a un rapport frontal, je peux vous assurer que ça va être très vite réglé. Donc, le problème, si tu veux, c'est que comme ils ont une passion, mais ça, ils l'ont pas créé, hein. Les gauchistes l'héritent des années 20, de tout un mouvement qui, pour moi, est une putréfaction civilisationnelle qui, à mon avis, est né à la fin du 19e, mais qui, comment dire, surgit après la guerre de 14, qui a une passion pour la laideur, pour la crasse, tu vois, et qui va irriguer tout le XXe siècle, tu vois, particulièrement à partir des années 70, avec la naissance à partir du mouvement punk, justement, du mouvement des crasseux, tu vois, du groupe Crass. Donc là, on est fin 70, début 80. Donc, tu vois, toute une partie de la gauche va adorer la crasse, tu vois, ça va être le symbole des autonomes, les totos. Tu vois, fâchés à la fois avec le fascisme, le capitalisme et l'hygiène corporelle. Ils ont besoin de tout souiller. Aussi pour une raison. C'est que c'est facile de s'attaquer à la beauté de la France d'avant. C'est déjà plus facile que de s'attaquer au capitalisme. Tu vois. Donc, si tu veux, c'est pour ça que d'un côté, Delon est mort droit dans ses bottes. Tu vois, il est... et rien que pour ça, alors je passe sur les affaires de la fin de sa vie qui ne nous regardent pas. Rien que pour ça, il est mort comme ce qu'il a été, c'est-à-dire une légende. Eh bien, c'était un bel hommage rendu à Alain Delon, un des symboles justement de la France de la deuxième moitié du XXe siècle. Et on va rester qu'une question un peu, on va rester dans le domaine aussi de l'enfance, parce que tu avais parlé de l'enfance justement au début, avec une question assez rapide, assez courte. On te demande quel conseil de lecture tu donnerais à ceux qui se préparent ou qui songeraient à faire l'école à la maison, là où c'est encore possible, bien entendu. Et est-ce que tu aurais des ouvrages anciens ou modernes, sérieux, donc solides, qui abordent la question de la pédagogie? Alors, on ne sait pas si c'est Alors, vraiment ton domaine, mais éventuellement. pour le coup, l'école à la maison, alors déjà, ce que je pourrais vous recommander, c'est de joindre la Fondation pour l'école, déjà, premièrement. Deuxièmement, oui, il y a eu de nouvelles barrières légales à l'école à la maison, qui sont d'ailleurs, je le dis, parfaitement scandaleuses, mais qui en même temps sont utilisées parce que certains parents qui ne sont pas des croyants, qui sont des fanatiques. Pour que vous voyez la différence, le croyant croit être protégé par Dieu. Le fanatique croit protéger Dieu. C'est alors que fondamentalement Dieu n'a pas besoin de lui. Tu vois, si Allah est grand, il n'a pas besoin ni du réislamisé anciennement dealer de porte cochère, ni de sa chèvre. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, très bien. Donc, le problème, c'est que certains de ces parents ont utilisé les lois sur l'école à la maison pour endoctriner leurs propres enfants. Et ça, si vous voulez, on ne peut pas le laisser faire dans un État, personne ne le laissera faire. Donc, si vous le faites, vous pouvez le faire, d'ailleurs, personne n'a interféré, et à titre personnel, moi je vous donnerai pas de conseils là-dessus, si vous cherchez de la documentation. Ce que je vous conseillerais,
Vous allez avoir un programme de toute façon, vous avez un contrat de confiance si vous arrivez parce que le problème, c'est que vous avez ceux qui ont mis leurs enfants avant les nouvelles lois en école à la maison. Eux vont pouvoir les garder. Ceux qui vont vouloir créer de nouveaux points pour l'école à la maison, ça va être très difficile. Donc il va falloir que et c'est pour ça que je vous conseillerais plutôt de joindre la Fondation pour l'école et cetera, si vous voulez des vade-mecum juridiques. Par contre, je vous le dis tout de suite, vous allez avoir un programme obligatoire qui est celui de l'éducation nationale, sur lequel l'enfant est évalué. Si vous voulez y rajouter des choses, et à titre personnel, je peux pas vous en vouloir. Je peux pas vous en vouloir parce que moi, c'est une question qui ne me taraude pas, c'est une question qui m'obsède. Moi, je peux vous confesser un truc personnel. Et ceux qui le souhaitent, je vous donne les adresses des libraires en question. Comme vous le savez, je suis ancien libraire. C'est l'un des multiples trucs que j'ai exercé. Plongeur, garde du corps, libraire. J'ai retrouvé des collègues qui sont spécialisés dans les vieux manuels scolaires, des années 30 à nos jours. Et je me suis fait une razzia, un plein ventre pour mes gamins. Un plein ventre. Donc ceux qui le souhaitent, vous nous joignez sur le truc du cercle. Alors au passage, ce sont des libraires de la région ouest. Donc, mais bon, vous pouvez tout à fait leur acheter par correspondance. Mais voilà, moi j'ai fait ça après. Je pense que le plus simple, c'est de faire à l'enfant le programme normal et d'y rajouter des choses pour la formation personnelle de l'enfant. Mais ça, des sorties au musée, des balades, enfin, il y a tout à faire, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas voilà, il faut pas que ça tourne à l'endoctrinement ni d'un côté ni d'un autre. La question, c'est principalement sur la conception de l'histoire et sur, disons, les nouvelles lubies de l'éducnat. Là, pour le coup, je le dis, il faut se mettre sous une protection collective comme celle de la Fondation pour l'école. Ne faites pas l'erreur d'aller au frontal face à l'éducnat. Les seules choses que vous allez gagner, c'est que vos gamins vont vous être retirés. Et ça, c'est le pire de tout. Donc, le plus simple, c'est vous joignez un organisme spécialisé et même, je peux vous dire, parce que plusieurs de mes amis, profs, là, on va officialiser un groupe de travail sur les questions scolaires, certainement à la rentrée. Tout comme, enfin, le groupe de travail juridique, le groupe des robes noires est quasiment prêt. Tout un groupe ou plusieurs groupes de travail me l'ont fait remonter. Si vous utilisez les bibliographies de l'éducation nationale et les textes de l'éducation nationale, vous pouvez tout à fait contourner les questions historiquement gênantes de l'enseignement. Sur tout ce qui est question de genre, et cetera, et je sais que ça travaille énormément de parents, ils ne peuvent pas vous forcer à grand chose. Ils n'en ont pas le droit. Il faut bien voir que ce que vous avez vu, et ces images existent, les transsexuels, les machins dans les écoles, ça existe, faut être honnête. Mais ce sont souvent des écoles qui sont à portée géographique de certains militants trans qui sont, à vrai dire, ça, Dany Robert Dufour l'avait bien dit, qui sont un nombre tout à fait limité d'individus. Donc voilà, regroupez-vous en tant que parents, n'allez pas seul au frontal, parce qu'ils vous attendent de toute façon. D'accord? Donc, et sinon, vous nous joignez, cerclearistote@gmail.com, je vous donnerai le nom des libraires qui s'occupent de ça, et ils vous trouveront ce que vous voulez. Si c'est les vieux manuels que vous cherchez. Sinon, je vous conseille, ça par contre, bibliographie pure, je vous conseille de reprendre un bon Malé Isaac pour l'histoire. Il y a 2 ou 3 trucs qui plairont pas nécessairement aux gens de droite, mais bon. De prendre la nouvelle histoire de France et de reprendre une ou deux histoires de France classiques, de Bainville à Le Goff, et de l'autre côté, pour l'histoire littéraire, ça c'est important, vous trouvez un vieux Castex et Surer ou un vieux Lagarde et Michard, et là vous êtes les rois du pétrole. Pour les primaires et les collégiens, Castex et Surer, pour les lycéens, Lagarde et Michard. Ça, le Lagarde et Michard se trouve encore en neuf, en 4 volumes en dernière édition. Si mes souvenirs sont bons, c'est à vérifier. 3 ou 4. Non, c'est peut-être 3, finalement. Donc, c'est peut-être 3, pardon. Et le Castex et Surer,
Moi j'en ai 4, donc je pense que mais il est plus édité depuis longtemps, hein, le Castex et Surer, malheureusement. Voilà grosso modo ce que je pouvais vous dire. Ok, ben c'est noté. Les gens qui seront intéressés, en tout cas pour cette question-là en France, ben, n'hésitez pas à appliquer les conseils, les recommandations de Pierre-Yves. Autre question, alors gros morceau, on te demande un petit update, comment disent nos amis anglo-saxons, hein, une petite mise à jour sur ton travail sur la participation gaullienne. Est-ce que tu comptais le publier? Parce qu'il y a des gens qui sont Alors, intéressés de toute façon, intéressés à le lire, quoi. on va être très simple. Si, quand je serai arrivé au bout de ma thèse, que malheureusement, vu qui je suis, que je suis ce qu'on appelle une personnalité politique trop exposée, comme quoi vous voyez que l'exposition, ça commence très bas, hein, parce que pour le petit bonhomme que je suis, bah, j'ai eu suffisamment d'ennuis. Et le problème, c'est que là, j'ai des prolongations administratives, des trucs à faire, mais de toute façon, dès que je la passe, parce que je compte, je compte la passer, je dois juste vraiment régler des problèmes et des trucs de gratte-papier, hein, des trucs de rond de cuir, hein, comme disait Courteline. Et une fois que ce sera fait, si le jury la trouve suffisante, et si elle apporte quelque chose de la vie des gens que je respecte sur cette question, je pense à Patrick Diol particulièrement, à Jacques Sapir et à quelques autres, si ma thèse apporte quelque chose, je la publierai. Ou quelqu'un la publiera. Si elle n'apporte rien, et que j'aurais juste fait une jolie thèse, enfin, si elle apporte rien de substantiel, je vois pas pourquoi la publier. C'est Est-ce qu'on a une idée un peu des dates ou pas? Absolument pas. Non, là pour le coup, absolument pas parce que, si tu veux après, il faut dire que les 2 dernières années particulièrement difficiles que nous avons vécues et dont nous sortons à peine, m'ont fait perdre beaucoup de temps. Parce que ça a fait partie de la somme d'ennuis, de pression. Il faut savoir que les ennuis, je les ai pas eus, par hasard. Je les ai eus parce qu'on me les a fait avoir. Et là encore, c'est, des gens, et là pour le coup, c'est pas la gauche, là pour le coup, qui m'a visé. C'est la bonne droite qui m'a visé. Tu vois, j'en dirai pas plus parce que le pleurnichistan, comment dire, j'ai pas la bonne confession pour, mais mais voilà, faut savoir que quoi qu'on pense de ce que nous faisons, ce n'est pas gratuit. On reste dans la thématique du gaullisme et du XXe siècle, et on te demande très rapidement comment tu peux... Enfin, je lis la question. Pourriez-vous expliquer la trahison d'Alain Poher? C'est assez simple. Alain Poher, il y avait un débat chez les gaullistes sur la Convention européenne des droits de l'homme, c'est-à-dire est-ce qu'on la ratifie ou pas? Parce que comme vous le savez, signer un traité, c'est une chose, le ratifier en est une autre. Les gaullistes pouvaient dire oui, ratifions, enfin mettons les réserves et vidons-le de son sens. Comme ça, on l'aura signé, ça fait joli, terminé. Il y avait des tas de manières de vider de vider la Cour, la Convention européenne des droits de l'homme de son sens. Hein. Déjà sur les modalités, par exemple tout simplement, on pouvait neutraliser, comment dire, le fait pour un justiciable de saisir la Cour européenne des droits de l'homme contre nous. On pouvait tout faire. Poher, il faut le savoir, n'a aucune légitimité vu qu'il n'a son poste que de la mort du président Pompidou. Bon. Le président Pompidou, comme vous le savez, avait un syndrome qui est il avait une leucémie qui n'était pas mortelle, mais qui demandait qu'il soit totalement alité, ce qu'il a refusé. Donc il a voulu servir et ce faisant, il s'est condamné. Et donc, Poher, évidemment, selon l'esprit de nos institutions, président du Sénat, devient président par intérim, alors que quand vous êtes en intérim, on va être très clair, vous expédiez les affaires courantes. Vous n'avez aucune légitimité. Hein, vous êtes là parce que, bonjour, moi c'est Mathieu, je remplace Mireille pendant 2 mois parce que Mireille s'est cassé la patte. C'est tout. Voilà. Vous êtes, s'il y a un truc urgent à faire, en réalité, vous êtes ce qu'on appelle administrativement un porte-plume. Tu vois, c'est-à-dire que vous signez les formulaires habituels,
bonjour Raymond, fais une croix. Croix. Et là, il a voulu entrer dans l'histoire par la porte de derrière, et ce faisant, il n'a, alors qu'il ait mesuré son geste ou pas, peu importe. Peu importe. C'est dramatique, les effets. Et le problème, c'est que Poher, qui est évidemment un centriste de droite européiste, il le fait pourquoi? Est-ce qu'il a compris que la CEDH était en dialogue avec les cours européennes déjà existantes à l'époque, donc qui est la CJCE, hein, la Cour de justice des communautés? Est-ce qu'il a déjà compris qu'il y a déjà un dialogue des juges qui se fait contre nous à l'époque? De toute façon, il fait partie des hommes dont le nationalisme de Gaulle horripilait, et voilà, comme dirait Quinquin, voilà, ça sent le traître, il a une tête de traître, il a un profil de traître, c'est un traître. Donc, il a profité d'un coup d'opportunité pour le faire. Est-ce qu'il en a mesuré les conséquences? Peu importe. Peu importe. Quand un traître vous fout un coup de couteau dans le dos, peu importe ce qu'il mesure, ce qui compte, c'est l'acte. Donc, c'est pour ça qu'il méritait d'être sur la liste que j'ai fait avec Greg. Si tu veux, alors à une toute petite place, parce que c'était un tout petit homme. En parlant de petites questions, une petite question un peu plus légère, mais qu'on t'a posée, on sait pas, voilà, mais on la prend quand même. On te demandait une analyse politique du personnage de bande dessinée de Gaston Lagaffe. Aucune idée. Voilà. Non mais strictement aucune idée, tu vois, Je lis les questions. strictement aucune idée. Alors, si tu veux, c'est un mec, alors peut-être que c'est un troll vu qu'il nous le pose à intervalles réguliers, donc je lui dis une fois pour toutes aucune idée. Parce que voilà, c'est un personnage pour les BD que j'ai lus, c'est un personnage extraordinairement maladroit, qui pige pas tout, qui est la caricature du Belge vu par l'humour français. Et puis voilà, bon, ok, j'ai jamais vu de vision politique là-dedans, sauf à la rigueur, vu que la plupart de ces gags ont lieu dans une espèce de bureau où il travaille avec plusieurs personnes, dont un qui ressemble au personnage de Fantasio dans Spirou, bah peut-être que la seule leçon à en tirer, c'est que la vie en entreprise rend con, ce qui n'est peut-être pas totalement faux. On va repasser vraiment aux questions sérieuses, notamment aux questions doctrinaires, parce que tu l'avais déjà posé, mais il y a des gens toujours, il ne faut pas oublier qu'il y a toujours un nouveau public hein, sur YouTube. C'est plus de 10 ans que la chaîne du Cercle Aristote existe, ou Bien sûr. quasiment. Bertrand te pose la question, comment resécréter, parce que la France l'a déjà fait, une élite capable, dans tous les sens du terme, pour créer un État fonctionnel? Alors, si tu veux, C'est un peu un des buts du Cercle Aristote en plus. Hein. je pense que portés, les coups portés, le fait de faire grandir rapidement ceux qui végètent aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, tu as énormément de gens bien qui sont dans les services de l'État, aux douanes, en armée, en police, et dont les carrières sont extrêmement ralenties. Donc en réalité, je pense qu'une large partie de cette élite existe déjà, mais souvent, ce sont des gens qui ont, faut être honnête, hein, qui ont des carrières brisées. Moi, quand je vois ce qu'on a fait à des gens comme Guéraud ou d'autres, tu vois, qu'on s'est débarrassé de Soubelet. Voilà, le problème, c'est que nous avons un système qui a jeté tellement de gens que il va falloir en récupérer certains, en sachant qu'une partie de ces gens ont été jetés aussi pour des problèmes personnels qui les rendent difficilement gérables, et deuxièmement, avec une réserve sur un point, c'est qu'il ne faut pas oublier que tous ces gens qui ont énormément souffert sont un peu un troupeau de chats, quoi. Ils sont très très difficiles à coordonner parce que souvent c'est des gens qui ont vécu leur carrière comme une véritable souffrance de ne pas être reconnus par les institutions. Il y a une autre question qui est en lien avec, et c'est justement, ça permet de poser les deux un peu dans la même séquence. Quelles sont, à votre avis, les personnes les plus qualifiées pour gouverner notre pays de manière efficace? Point d'interrogation. C'est Tony qui nous pose cette question. Justement, ça parlait justement de ces, C'est pas une question vachement précise, parce que quel type de personne, c'est-à-dire? simplement les personnes, voilà. C'est Bah, si tu veux, le gros souci, c'est qu'il n'y a pas eu de grandes épreuves.
Il y a pas encore eu des preuves suffisantes. Tu vois, les hommes de la résistance ou les hommes de 58, c'était des mecs qui avaient vécu parmi ce qu'on peut imaginer de pire, c'est-à-dire certains les camps, certains la torture, certains tous la cavale ou la clandestinité. En plus, objectivement, l'expérience ne mène plus à grand-chose parce que expérience de quoi? Expérience en entreprise. Oui, d'accord. L'expérience aujourd'hui du travail effectué en entreprise, c'est l'expérience salariale. Tu as très très peu aujourd'hui de chefs d'entreprise à cause de l'actionnariat triomphant. Tu as plus des managers, bon, autrement dit, des gens qui ne sont que des employés du conseil d'administration. L'expérience militaire, dès que tu arrives au-dessus du grade de colonel, elle est surpolitisée. L'expérience politique, quand tu es député, tu n'es rien de plus qu'un pion de ton groupe. En tant que ministre, enfin voilà quoi. Est-ce que l'expérience de Bruno Le Maire te séduit? Est-ce que l'expérience de Gabriel Attal te séduit? Bon, donc le souci, c'est qu'aujourd'hui, vu que toutes les institutions se sont effondrées, qu'est-ce qui reste? C'est ça la question. Qu'est-ce qui reste? Réponse, pas grand-chose. Mais j'ai une question subsidiaire, justement. C'est quelque chose que essaie de faire le cercle Aristote depuis 10, 15, bientôt 20 ans. Mmh. Et c'est une question personnelle, là, pour le coup. C'est en lien avec la question qui a été posée pour cette FAQ. C'est où est-ce qu'aller chercher, où est-ce qu'aller former les futurs cadres du souverainisme s'ils existent? Bah, le souci, c'est que je pense qu'il faut systématiser un système de formation, mais là aussi, ça va être si vous voulez, le projet d'école, vu que je sais qu'on m'a beaucoup interrogé dessus, il avait pris beaucoup de retard et maintenant, il est en voie d'achèvement. Enfin, on y a mis beaucoup plus de temps que prévu parce qu'on a eu 2 ans atroces. Toi, t'étais là pour le voir, Nico. Donc, le souci, c'est qu'il faut à la rigueur que tout le monde soit bien d'accord sur la manière dont on va former les gens. Et pourquoi les former, tu vois? C'est-à-dire qu'il faut les former euh, faut les former pour servir à tous les échelons, c'est-à-dire à servir tu vois, tu n'es pas conseiller municipal comme tu es conseiller régional, tu n'es pas conseiller régional comme tu es député, tu n'es pas député comme tu es directeur de cabinet, tu n'es pas directeur de cabinet comme tu es dans un cabinet ministériel, enfin, tu n'es pas directeur de cabinet en assemblée comme tu es en cabinet ministériel, etc., etc., etc. Tu vois, je pense que c'est nécessaire, surtout, et ça c'est un des vrais problèmes. C'est-à-dire que, tu vois, les mecs qui ont tout bien fait, eux, tu vas devoir leur faire désapprendre ce qu'ils ont appris. Mais c'est bien pire. C'est bien pire. Tu vois, imagine, tous les mecs qui sortent aujourd'hui d'une institution politique quelconque à la fac ou à l'IEP. Bon, on leur a appris en santé publique que il faut inclure Big Pharma dans les raisonnements de santé publique. Qu'est-ce que tu vas leur dire? Qu'est-ce que tu vas leur dire? Qu'est-ce que tu vas leur dire? Qu'à la fin, après la grippe du poulet, la variole du singe, tu vas avoir, voilà, l'herpès testiculaire de l'athlète algérienne. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Non mais tu vois, non mais je te dis ça, j'aurais pu te dire autre chose, hein. Il y a l'Alzheimer chez la limace, il y a tu vois, il y a le Parkinson de la truite, hein, ça se voit au frétillement de la queue, enfin tout ça, tout ça. Bon, très bien. Qu'est-ce qu'on va gagner là? Tu vois, apprendre des gens qui viennent du système, qui doivent désapprendre et qui n'ont pas de caractère. Tu vois, si tu veux, est-ce qu'on va faire la même erreur? Prends l'exemple de Couve de Murville. Bon, Couve de Murville, De Gaulle le prend parce qu'il est pas mauvais. On lui met des barrières parce qu'on sait que c'est pas ses convictions et que profondément c'est un traître. Bon, De Gaulle saute ses piquets, il retrahit tout de suite. Tu vois, les serpents mordent. C'est comme ça. C'est terrible, hein, mais le souci, c'est qu'aujourd'hui, une large part de la vie politique, y compris alternative, repose sur des gens qui ne rêvent que de trahir.
que de trahir. Bon, j'ai rien contre. Je fais un constat que je suis pas sûr, je ne suis plus sûr du tout que ce soit, qu'il faille faire un système de récupération comme on récupère les eaux usées. Oui, mais justement, il y a une autre question en rapport avec ce souverainisme militant et justement cet aspect de défendre ses convictions de Thomas. Alors, je te la lis. Pensez-vous que nous devons essayer au quotidien dans notre entourage de convaincre le plus de personnes possible, ou bien croyez-vous plutôt que les minorités font l'histoire, comme l'avaient dit les fameuses minorités de Nassim Nicolas Taleb? Je suis amené, et je continue à citer, je suis amené à parler à pas mal de gens au quotidien et je suis surpris de voir la quantité parmi eux qui sont encore très perméables à la propagande du pouvoir. Pensez-vous qu'il soit nécessaire pour notre cause, donc le souverainisme et voilà, la liberté des peuples, d'essayer d'ouvrir les yeux à ces gens en débattant avec eux, en leur proposant de regarder des médias alternatifs, etc., etc., ou bien une minorité de 10, 15, 20% des gens, bien armés politiquement et intellectuellement, suffira-t-elle à terme pour renverser la table? Alors, si tu veux, on estime qu'une minorité décidée, et pourquoi pas une minorité décidée brutale, quand elle est supérieure à peu près 10% du corps, elle est indéracinable, très difficilement indéracinable, et qu'elle peut à la rigueur l'emporter. Ce qu'il faut, et c'est pour ça qu'il faut parler aux gens au maximum, c'est pas nécessairement d'essayer de les conquérir, c'est de leur montrer que comme nous sommes des gens rationnels, ils n'ont rien à craindre de nous. C'est aussi simple que ça. Ensuite, vous pouvez déposer des mines informationnelles, mais pour ça, vous devez connaître votre cible. Vous pouvez mettre une mine informationnelle par son métier. Cher ami, savez-vous que vous êtes cultivateur? Ah oui, savez-vous, vous élevez des poulets? Ah bah oui. Vous savez que le poulet ukrainien risque de vous ruiner. Mais vous dites ça histoire de. Vous essayez pas de. Vous mettez la mine informationnelle. Et comme toute mine, il faut que l'esprit de la cible, ou son pied, dans le cas de la mine physique, appuie dessus. Vous ne faites que la poser dans l'esprit de la personne. Ça ne sert à rien d'autre sinon. Ne perdez pas votre temps dans des débats à rallonge avec des gens qui... Il faut qu'ils aient l'expérience de vie. Tu vois, ensuite, vous devez toujours apparaître comme quelqu'un de rationnel. Vous dites, voilà, on n'est pas d'accord, terminé, adieu, Bert. Pour une raison qui est très simple, c'est que, pour la plupart, ce que nous négocions avec eux, ce n'est pas du tout leur participation, c'est leur neutralité. Prenez une théorie des échiquiers. Théorie des échiquiers en guerre de l'information, donc mon ancien maître, colonel Arbulot. Donc, en théorie des échiquiers, il y a vous, il y a l'adversaire, ou l'ennemi, peu importe. Il y a la cible, donc les indécis ou la masse indécise, qui elle est votre cible. Donc l'indécis est basculable d'un côté ou d'un autre. C'est lui dont ça va dépendre. Vous, votre but, si vous ne c'est de conquérir le maximum de la masse basculable et de neutraliser celle qui ne l'est pas. Exemple type, on va prendre le cas des amis de M. Mélenchon. Nous, notre cible étant de détruire le pouvoir central. Ces laquais d'extrême gauche, je pense aujourd'hui, et j'en ai fait l'expérience personnellement, leur parler est inutile. Aujourd'hui, je le crains. Sauf à des écoles très minoritaires. Mais ce qu'il faut, c'est voir leur neutralité. C'est-à-dire de faire en sorte de ne pas les pousser mécaniquement à être ce qu'ils sont profondément déjà, c'est-à-dire les laquais du pouvoir en place. Ce dont vous avez besoin, c'est de neutraliser une partie de ce public-là qui vous est hostile. Il faut les démobiliser. La masse basculable, pour nous, elle est aujourd'hui dans une large part des abstentionnistes, qui sont notre première masse basculable, et dans les limites des républicains, de la bourgeoisie et des bourgeoisies de droite. À une seule observation près, c'est que notre masse basculable positive, c'est les abstentionnistes. Notre masse basculable négative, c'est une part de l'électorat de droite. Comment on les différencie? C'est que cette part de l'électorat de droite nous est systématiquement hostile. Il suffit de voir d'ailleurs les derniers reports des élections législatives.
ils n'ont aucune espèce de patriotisme. Et si vous essayez de les coller, ils vont vous demander de trahir. Alors après, c'est tout l'ambiguïté de la machine à traître, enfin de la machine à traître et du traître personnel qui était Patrick Buisson. C'est que Patrick Buisson, lui, voulait se mettre à quatre pattes sur ces gens-là. Bon, ça nous a coûté la trahison du 29 mai, la guerre de Libye, donc la pluie migratoire qui s'en est suivie, etc., etc., etc. D'accord? Bon. Donc, vous ne pouvez pas repatriotiser ces gens. Pour éviter d'être Patrick Buisson, dans l'hypothèse où Patrick Buisson a vu son raisonnement se retourner contre lui, moi je pense qu'il en était totalement partisan. Totalement. Mais admettons. Il y a des gens qui lui prêtent encore une honnêteté. De toute façon, il est plus là pour en parler. Donc, on saura jamais, la couleur de la queue du mistigris. Donc, le seul moyen que vous avez pour cette masse basculable négative, c'est la peur. C'est de leur dire, c'est Mokhtar ou c'est nous. Tout le reste est à avaler tout rond. C'est-à-dire, c'est nous, nos idées, notre programme, et en échange, votre protection. Ni plus ni moins. Tu vois, ensuite, pour ce qui est de la cohabitation avec eux, nul ne connaît les circonstances historiques, donc nul ne sait comment ça se passera. Tout ce que je peux vous dire, c'est que, comme disait Charles Pasqua, les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Donc, voilà, c'est ce que j'avais à dire sur ce sujet, c'est-à-dire que votre but, c'est neutraliser intellectuellement ceux qui nous sont hostiles, mettre une mine sur la masse indécise, disons, potentiellement abstentionnistes, c'est-à-dire les gens qui sont un peu paumés, qui sont l'écrasante majorité, et vous accrochez les fidélités de ceux qui ont un sentiment national quelconque. Voilà. C'est vos trois objectifs. À vous de bien voir les gens pour ne pas perdre de temps. Exactement. Et puis d'ailleurs, deux dernières questions en rapport avec justement le souverainisme et le paysage Internet de manière générale et les débats et les questions militantes. Comme ça, après, on aura fini avec cette thématique. Une question de Kellon. Le paysage Internet français ne se ferait-il pas le grand théâtre de ce que le général appelait, entre parenthèses, les féodalités et ce faisant, ne reléguerait-il pas la cause souverainiste au même rang? Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. C'est pour ça que, si tu veux, nous sommes. Alors, attention, nous quittons réellement Internet, contrairement à d'autres. Mais, soyons clairs, si nous n'arrivons pas à être autre chose qu'un troupeau de chats, nous allons finir par remporter la cause. Quand je vois les facilités des désunions dans notre milieu, je suis le premier à m'inquiéter. Le premier. Je vais terminer avec 3 petites questions d'histoire et de doctrine, histoire de Ouais, terminer avec des sujets un peu vas-y. comme ça. Et pour la terminer, qui me paraissent importantes, alors je vais les prendre dans l'ordre. Première question, c'est voilà, une question, voilà, tu réponds en quelques minutes, rapidement. Quelle est la cause profonde qui fait que les élites françaises soient autant germano-serviles? Un antidote, s'il vous plaît. C'est notre ami Alors, Scipion qui je pose la question. pense, tout simple. Alors, c'est très très compliqué de répondre d'un coup. Il y a des pistes parce que si tu veux, ça peut pas être monofactoriel. Premièrement, je pense sincèrement, Annie Lacroix en parle assez bien. Premièrement, il y a une fascination des milieux patronaux pour l'Allemagne, très nettement. Ça, elle est historique. Déjà parce que par l'État bismarckien, tu as eu une domestication des mouvements sociaux allemands, alors que toutes les théories pré-bolcheviques en faisaient le pays révolutionnaire par excellence. Deuxièmement, je pense que tu as un aspect anthropologique beaucoup plus prégnant, qui est que le modèle de famille autoritaire, tel que Todd l'a défini, allemand, permet tout simplement, quand tu es fort en Allemagne, les faibles restent à leur place. Du moins, c'est la vision que tu en as. C'est la vision que tu en as. Et, et dernier point, je pense que comme que le problème, Waterloo est ethniquement une victoire allemande, mais sur capitaux britanniques. Je pense qu'il y a
une sorte de bonapartisme de retour, qui fait qu'on a un complexe parce que ils étaient à la pointe de toute l'Europe coalisée, je le rappelle, qui nous a battus. Donc voilà. Je pense que tout goupiller, parce que objectivement, ils n'ont pas plus. Il faut être honnête, hein, ils n'ont pas plus de génie industriel historiquement ou économique et ou intellectuel que ne l'ont eu les Britanniques, que ne l'ont les Italiens. Ils n'ont pas plus de génie littéraire que l'a eu l'Espagne ou que l'a eu encore une fois l'Italie ou la Grande-Bretagne. Bon, ils ont ou la Russie dans le cas du génie littéraire. Bon, donc objectivement, mais tu as plusieurs livres importants dessus et peut-être qu'il faudra faire des fiches d'ouvrage. On va voir si on va pas en refaire de ça. Qui s'appelle par exemple Les écrivains français, le mirage allemand, la crise allemande de la pensée française, etc. Tu vois, parce que tu as une relation, mais ils ont d'un certain côté, tu vois, leur obsession de nous flinguer implique qu'il y a aussi une obsession française côté allemand, tu vois. Alors que, à titre personnel, moi, comme beaucoup de gaullistes, à titre personnel, moi, je demande une chose simple, c'est-à-dire qu'on vive dos à dos. À titre personnel, je répondrais avec Vladimir Jankélévitch, à qui on disait, oui, mais vous êtes indifférent à la grande pensée allemande. Et Vladimir Jankélévitch, qui était un grand génie français, je le rappelle, parce que qu'est-ce que j'ai pas lu sur la nationalité de Vladimir Jankélévitch? Vladimir Jankélévitch le dit magnifiquement. Il dit, vous vous rendez compte que, en vous fixant sur la pensée allemande comme vous l'avez fait, vous avez raté des tas de mouvements intellectuels. Alors lui, si mes souvenirs sont bons, il cite la grande pensée italienne du XXe siècle, et il a raison. Tu te rends compte que la plupart des œuvres de Gentile n'ont pas été traduites, de Domenico Losardo non plus, de Constanzo Preve, mis à part par nous et par les éditions Astrée non plus. Tu prends la grande pensée, même la grande pensée espagnole, il y a encore des inédits, je le sais pour en avoir publié un, d'Ortega, après la modernité, d'Ortega y Gasset, il y a encore des inédits d'Ortega y Gasset à prendre. Parmi les Italiens, il y a des tas d'inédits à aller chercher. On a loupé des tas de grands intellectuels latins. J'ai encore trouvé un grand penseur américain qui a écrit sur une philosophie du patriotisme, le professeur Smith. Tu vois, jamais traduit en français. Je rappelle que 80% de l'œuvre de Roger Scruton n'a pas été traduit en français, sauf grâce deux ouvrages importants, dont son ouvrage sur l'erreur et l'orgueil, qui a été fait aux éditions de l'Artilleur, donc les éditions du Toucan l'Artilleur, et son ouvrage sur la philosophie de l'alcool, qui est un peu son almanach verbo un peu rigolo de buveur philosophe britannique. Bon, le résultat, ça nous permet de voir la pensée du gin, et ça tombe bien, parce que moi, ça m'aide. Mais est-ce qu'on se rend compte qu'on on a une intelligentsia américaine remarquable, remarquable, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, le problème n'est pas là. C'est qu'il y a des gens absolument remarquables aux États-Unis, nous ne les traduisons pas. Là, disons qu'on s'est omnubilé de Berlin, on a oublié le monde. Je ne parle même pas des intellectuels japonais, je ne parle même pas de la Chine, je ne parle même pas du Japon. Je parle même pas, je vais même te sidérer, je ne parle même pas dans le monde anglo-saxon des intellectuels australiens. Comme par exemple, moi, je vais essayer de faire traduire un ouvrage qui s'appelle Les racines théologiques de la modernité, qui je crois est d'un professeur qui, mes souvenirs sont bons, exerce à Canberra. Et est-ce qu'on se rend compte que on est focalisé sur 3 quartiers de Berlin, 2 quartiers d'Amsterdam, 3 quartiers de Bruxelles. Enfin, dans le mondialisme vu de Paris, tu as un provincialisme qui est effrayant. Tu vois, c'est un truc tu vois, quand ces gens-là me parlent de l'esprit étriqué des paysans, ça te donne envie de leur coller des baffes.
Tu vois, ils sont mal à l'aise quand ils sortent du 11e arrondissement de Paris. Enfin, faut arrêter, quoi, tu vois? Donc si tu veux, on a un vrai problème de sevrage vis-à-vis de ce complexe allemand. Or, on va être très clair, je pense c'est la leçon des 2 derniers siècles, on n'a pas grand-chose à se dire, en fait. Mhm. Enfin, pour terminer, une question doctrinale que je crois très importante, mais qui mérite une petite explication. C'est une question de James qui pose la question, je cite, comment expliquer qu'après le départ du général, et malgré Mmh. 11 ans de pouvoir, donc 58-69, ses réseaux, son ancrage, son influence et les grandes figures qui en étaient issues, le gaullisme a fini par si rapidement se déliter alors qu'il constitue pour notre nation la doctrine politique majeure de la seconde moitié du XXe siècle. Alors, si rapidement, ça dépend, l'ancrage physique du gaullisme, déjà, on vit encore dessus, hein. D'accord? Le problème, c'est que quand un pouvoir politique disparaît, bon, tu as le fondateur qui meurt, tu as les principaux lieutenants qui disparaissent, tu as le corps de doctrine qui ensuite se dissout. Et après, tu as les réalisations physiques, si jamais il y en a, et souvent, quand c'est un grand corps politique, il y en a, qui mettent des années, voire des décennies. Je rappelle que l'une des dernières grandes créations du gaullisme, c'est le plan Mesmer, et si je peux vous parler là avec du courant, c'est grâce au plan Mesmer. D'accord? Bon, donc ça existe encore. Vous voyez ce que je veux dire? Donc bon, c'est pas aussi problématique. Enfin, tout n'est pas parti. On vit encore dessus. La France aurait été lourdement déclassée sans ça, hein. Donc, la seule chose, c'est que je pense que le général de Gaulle, qui était un républicain de raison et non de cœur, a été le seul homme politique réellement démocrate français de la seconde moitié du XXe siècle. Je pense qu'il n'a pas voulu créer ce qu'il y a, et d'ailleurs c'est parce qu'il était là que nous n'avons pas eu, ou nous avons eu très tard, quelque chose que certains appelleraient état profond, que je préfère appeler institution deleuzienne dans le cas des États-Unis, et je dirais plutôt administration profonde dans le cas français. De Gaulle, contrairement, De Gaulle prend dans la doctrine monarchiste une certaine confiance vis-à-vis du peuple, contrairement à ce qu'on pense. C'est les républicains en France qui se méfient du peuple. Moi, j'ai été républicain toute ma vie. Aujourd'hui, plus je connais plus je vois la République devenir la République de Vincent Peillon, moins elle m'intéresse. Faut être honnête. Mais là aussi, il faut parfois aller contre soi-même. Or, les républicains, d'ailleurs, ça se voit aujourd'hui, tu vois, aujourd'hui, on a ressuscité les apparentements. Tu n'as rien de plus antidémocratique que l'apparentement. C'est-à-dire que je suis élu sur la liste, je concours sur la liste chèvre, je ne peux pas gagner euh, face à la liste lapin, donc je prends le castor qui était mon ennemi, et ça arrive soit sur les bords de l'Oued, on fait un accouplement castor-chèvre, comme dans certains pays du sud de la Méditerranée. Donc, bon, il n'y a rien de plus antidémocratique que ça. Il n'y a rien. Bah, tu le fais quand même. Bah, ça, tu vois. Alors, c'est pas la pensée républicaine en elle-même qui pourrit, c'est la notion même de parlementarisme qui est profondément pourrie. Elle l'était déjà en 58, et je pense qu'elle l'était déjà à la fin de la Troisième République. Le grand souci, c'est que De Gaulle n'a pas voulu organiser sa succession parce qu'il a fait confiance aux Français. Là aussi, c'est une leçon qui devrait être prise. C'est-à-dire qu'à un moment, faut pas oublier une chose. Le peuple a tous les droits, sauf un. Et c'est là d'ailleurs où je diffère des Chouardiens, de tous ces gens-là, contre lesquels je n'ai rien, pour certains que j'aime bien. C'est que un peuple n'a pas tous les droits. Tu vois, par exemple, un peuple n'a pas le droit de... Le peuple à l'instant T, qui est une photo in vivo de la nation à un instant T, tu vois, n'a pas le droit de vendre la souveraineté ou de la donner.
n'a pas le droit. Pourquoi? Parce que la nation, c'est les morts, les vivants, les à naître. Le peuple n'a pas le droit de priver de sa souveraineté les à naître. C'est-à-dire il y a une limite d'ordre public au pouvoir du peuple. C'est l'autodissolution. Il n'en a pas le droit. Donc, le souci, c'est qu'il faut être honnête, les Français, en tout cas, les deux générations de Français, c'est-à-dire ceux qu'on appelle historiquement les boomers, c'est-à-dire la première génération de boomers qu'on oublie toujours, qui sont ceux qui ont 10 ans pendant la guerre, donc qui naissent pendant les années 30, c'est les premiers boomers. La génération silencieuse. Et ensuite, tu as ceux qui naissent pendant la guerre et qui vont être les 10 ans en 1950. Non, c'est encore ceux qui naissent encore un peu plus tard, les 18 ans en 68. Tu as ceux qui disent donc 10 ans en 50 et ceux qui vont naître en 1950 et qui, eux, ont 18 ans en 68. Tu vois, c'est toute cette période-là qui fait les deux générations de boomers. Il faut être honnête, ils n'ont pas été au niveau de la France, oui, c'est vrai. Et là encore, je le dis, ne le prenez pas à titre individuel. C'est un effet de génération. Lisez Ortega y Gasset pour voir ce qu'est l'esprit d'une génération. Vous n'en êtes pas individuellement responsable et personne ne vous en accuse. Mais s'il vous plaît, prenez la France du général de Gaulle, prenez la France de maintenant et osez me dire qu'il y a eu un progrès. Voilà, c'est aussi simple que ça. Or, malheureusement, il faut être honnête, hein, ils n'ont pas été au niveau du pays et malheureusement, c'est sociologiquement que le legs du général a commencé à être attaqué. Voilà, faut être honnête. Et quand une partie de ton propre peuple ne croit plus, n'y croit plus, eh bien, tout simplement, l'ennemi, quel que soit l'ennemi, en profite. Vu que le peuple lui-même ne se comporte pas comme une cinquième colonne, mais est indifférent au devenir de son pays. Voilà. Eh bien, merci, chers spectateurs, d'avoir suivi la pire des FAQ, donc la FAQ de rentrée 2024. Pierre-Yves, merci beaucoup pour De cette rien. émission. On se retrouve très rapidement non seulement sur la chaîne, et puis également pour les vidéos foire aux questions, donc les vidéos FAQ. J'espère que la prochaine se fera en direct sur notre Twitch pour qu'on puisse dialoguer directement avec vous, chers spectateurs. Donc, chers suiveurs du Cercle Aristote, chers militants, on va essayer de dialoguer en direct lors de la prochaine foire aux questions, histoire aussi de varier un petit peu et pas seulement de prendre les questions mail ou les questions réseaux sociaux, mais les questions directement posées en fonction de la discussion, une discussion qui peut durer 2 heures, 2 heures et demie, voire 3 heures. Voilà quel est le programme. Merci de continuer à suivre les vidéos du Cercle Aristote. On vous rappelle une grosse rentrée au mois de septembre. Et puis évidemment, on retrouvera Pierre-Yves lors du prochain grand entretien, le grand entretien de rentrée au mois de septembre. Merci beaucoup Pierre-Yves. À très vite. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.